Bonjour à tous et merci aux organisateurs du programme et de l'événement. Donc, moi, je vais vous parler du sida d'un point de vue international. Et je voudrais commencer tout de suite par un rapport du représentant français auprès des Nations Unies à Genève et donc de l'OMS en 88, Jean-David Lévy, qui écrit en 88 au Quai d'Orsay que du point de vue du sida, de point de vue diplomatique, le sida est après tout un dossier technique et il convient de lui conserver ce caractère. Et ce que je vais faire dans les 15 prochaines minutes, c'est essayer de vous démontrer que c'est absolument faux. Et évidemment, Jean-David Lévy est très conscient qu'il énonce une contre-vérité quand il écrit ces mots lui-même. Alors, l'histoire internationale du sida est jusqu'aujourd'hui dominée par l'étude essentiellement des organisations internationales face à la pandémie, notamment de l'Organisation mondiale de la santé. Elle est marquée par l'idée d'une réponse tardive de la communauté internationale au sida. On ne peut pas lui donner tort. L'OMS a attendu novembre 83, soit plus de 2 ans après l'observation des premiers cas, pour organiser une première réunion à Genève sur le sujet. Elle ne monte un programme contre le sida qu'en 86-87. Mais autre point décisif, cette réponse, quoique tardive, serait d'une ampleur extraordinaire. Elle marquerait la mobilisation d'une ampleur totalement inédite dans la lutte contre quelque maladie que ce soit précédemment. Alors, les délais de communicabilité des archives arrivant à échéance pour les années 80, j'ai eu envie d'explorer cette histoire internationale des premières années de la pandémie par les archives pour explorer un petit peu ce paradoxe d'une réponse à la fois tardive et extraordinaire. L'ampleur et le caractère inédit de la réponse n'est, à mon sens, pas seulement un effet de rattrapage lié à une prise de conscience tardive ou à une mauvaise conscience, alors qu'une réponse globale est à peine esquissée aux alentours de 1986-1987, le sida est déjà devenu un enjeu diplomatique de premier plan et a acquis une place sur la scène internationale qu'aucune maladie n'a sans doute jamais eue précédemment. C'est parce que le sida est devenu un enjeu diplomatique que la réponse lancée à la fin des années 80 est exceptionnelle et non pas l'inverse. Et donc, j'ai voulu revenir sur ces années 80 pour essayer de comprendre ce qui s'était passé pour en arriver là. C'est donc avec ces questionnements que je me suis penchée et que j'ai été explorer les archives, essentiellement les archives de l'OMS, les archives françaises, les archives est-allemandes et ouest-allemandes sur le sujet. Et ce que montrent ces archives, c'est que pour les diplomates, le sida se construit à cette époque-là comme une menace aux intérêts nationaux, bien plus que comme un problème sanitaire global. On est en fait dans un paradigme extrêmement réaliste si on veut le rapprocher d'une école de pensée des relations internationales. Le sida est un problème essentiellement politique où il s'agit avant tout de défendre l'intérêt national, notamment dans une série de controverses. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu dans différents points qui sont un peu les principales conclusions de mon enquête. Premier point rapidement, les diplomates ne font pas de veille sanitaire. C'est assez frappant, alors qu'on aurait pu penser que le réseau diplomatique, avec ses différents postes, aurait permis de faire des diplomates des bons observateurs de la progression de la maladie. Au contraire, même les diplomates passés dans les postes les plus chauds de l'épidémie, la Californie, New York, Haïti, l'Afrique centrale, finalement, ne se font jamais véritablement les chroniqueurs de cette maladie. Par exemple, il est assez notable que les 2 consuls français en Californie, qui se retirent en 83 et en 86, ont chacun un rapport de fin de mission de plus de 50 pages. Dans aucun des 2 rapports, ni en 83 ni en 86, n'est fait mention une seule fois de la pandémie de sida en Californie. Ce qui s'explique par le fait que le sida, en fait, n'est jamais perçu comme une menace sanitaire mondiale. Le risque de diffusion d'un espace à un autre n'est jamais évoqué. Et on retrouve exactement la même chose dans les archives des diplomates en poste à Haïti, ce qui m'amène au deuxième point. Finalement, c'est le rôle fondamental de la controverse haïtienne dans la construction diplomatique du sida. La controverse autour d'Haïti et du sida a été beaucoup étudiée. Ce que montre l'approche par les archives que j'ai pu consulter, c'est à quel point finalement le conflit haïtien a été décisif pour faire du sida un enjeu diplomatique. Pour rappel, la controverse part de la surreprésentation des Haïtiens dans les premiers cas de sida dépistés aux États-Unis au début des années 80 et surreprésentation qui aboutit en 82 à la classification des Haïtiens comme groupe à risque officiellement
dans la nomenclature du CDC aux États-Unis, donc du Centre pour le contrôle des maladies. Et cette classification a débouché sur une mise en accusation d'Haïti, sur une stigmatisation des Haïtiens partout sur la planète et sur des discriminations très importantes. Ce qui est frappant quand on regarde les archives sur ce sujet, c'est l'absence totale d'interrogation des diplomates sur la réalité de la situation sanitaire sur place en Haïti. À la place, ce qui domine, ce sont les préoccupations quant aux répercussions politiques possibles, la nécessité à nouveau de défendre l'intérêt national. Donc, on observe beaucoup la contre-offensive diplomatique du gouvernement haïtien qui multiplie les efforts et les démarches auprès des ambassadeurs pour essayer de contrer les accusations américaines. Du point de vue français, le bras de fer franco-américain, américano-haïtien, pardon, est particulièrement scruté, d'autant plus qu'il tourne à un bras de fer franco-haïtien lorsque la ministre française de la Santé en 86 importe en quelque sorte la notion de groupe à risque et la classification des Haïtiens dans ces groupes dans une déclaration publique qui crée une grosse crise entre la France et Haïti, puisque la ministre fait des Haïtiens, vous le voyez ici, un groupe à risque. Et ça met beaucoup d'agitation à l'ambassade de France à Port-au-Prince, qui déploie tous les efforts possibles. Vous le voyez ici, un télégramme de l'ambassadeur, pour tenter de calmer le mécontentement des Haïtiens. Mais des mots même de l'ambassadeur, il faudra du temps et des mises au point scientifiques pour que se dissipent les effets de cette malencontreuse affaire. Ce qui est en jeu ici, c'est l'image de la France dans un pays qui est important pour la diplomatie française, parce que notamment c'est un point central de la défense de la francophonie en Amérique. Et puis, autre intérêt d'Haïti pour la diplomatie française, c'est un terrain sur lequel on espère développer de la recherche scientifique sur le sida. Le fait que la maladie soit très présente est un peu une opportunité scientifique pour faire des expérimentations. Et notamment, on espère y donner le pion aux chercheurs américains, parce que les Américains étant très mal vus en Haïti, on espère qu'on accueillera mieux les chercheurs français et qu'ils pourront prendre le pas. Ça m'amène à un troisième élément qui va faire du sida cet enjeu politique, c'est la question du conflit scientifique franco-américain. Si on parle d'Haïti, on trouve dans les archives diplomatiques, dès 1983, une lettre du professeur Montagnier, le chercheur français qui est responsable de l'équipe à l'Institut Pasteur qui travaille sur la recherche autour du sida, qui fait passer une lettre à l'ambassade de France à Port-au-Prince pour solliciter une coopération et un programme de recherche commun à Haïti pour pouvoir avoir accès au terrain haïtien, terrain particulièrement décisif à ses yeux. Et en fait, il dit clairement dans cette lettre qu'il faut y aller avant les Américains, ou en tout cas profiter du bras de fer américano-haïtien pour imposer la science française sur ce terrain décisif. Et évidemment, ça renvoie au contentieux, c'est le moins qu'on puisse dire, autour de la découverte du virus, contesté entre l'équipe de recherche de l'Institut Pasteur en France et l'équipe de recherche du NHC, National Health Center, aux États-Unis. Conflit scientifique à la base qui devient un conflit diplomatique et un conflit politique quand les Français portent plainte devant la justice américaine pour violation de la primauté scientifique et notamment du droit des brevets en 1985. Ce conflit, il est assez violent, il va se régler au plus haut sommet de l'État puisqu'il est réglé en 87 par une signature d'un accord entre Jacques Chirac, Premier ministre, qui se rend aux États-Unis exprès pour ça, et Reagan, président américain à l'époque, donc ça va vraiment remonter tout au sommet de l'État. Aux échelons inférieurs, ce qui est intéressant, c'est que le dossier est peu traité au Quai d'Orsay et en fait accaparé par les échelons politiques et les conseillers plus ou moins diplomatiques à l'Élysée d'une part et à Matignon en période de cohabitation d'autre part. Ce qui est intéressant parce que ça participe à socialiser au sida des conseillers qui n'ont aucune familiarité avec les enjeux diplomatiques liés à la santé. Et ça participe à placer le sida dans des cercles qui ne sont pas les cercles dans lesquels traditionnellement on débat des questions de santé sur la scène internationale. On retrouve la même logique dans un troisième contentieux, toujours dans ce milieu des années 80, qui va aussi participer à la politisation du sida. C'est son inscription dans le contexte de la guerre froide finissante, mais en même temps renaissante dans le regain de tension qu'on opère et qu'on voit s'opérer au début des années 80. C'est essentiellement la propagande des pays de l'Est qui fait du sida un enjeu de guerre froide.
D'abord parce que le bloc de l'Est, dans un premier temps, apparaît relativement épargné et que c'est pour lui l'occasion de développer un discours sur la pureté idéologique et morale du modèle socialiste contre les perversités du monde occidental. Et puis d'autre part, et peut-être surtout, la crise née de la campagne de désinformation pilotée par l'Union soviétique, relayée par les pays frères, selon laquelle le VIH serait le produit d'une expérimentation de l'armée américaine visant à créer des armes bactériologiques, etc. Thèse développée dans plusieurs articles à partir de 83 et surtout 85. Le sida devient dès lors une arme d'accusation réciproque dans la guerre, qu'on appelle la guerre fraîche au début des années 80, une bataille diplomatique où les enjeux sanitaires n'entrent pour rien du tout dans le débat. Et là, pour le coup, les archives que j'ai explorées en Allemagne, et notamment celles du ministère des Affaires étrangères de la RDA, sont particulièrement intéressantes. Elles montrent notamment qu'au début des années 80, il y a eu pas mal de tentatives de coopération et de dialogue entre la RDA et les États-Unis d'une part, la RDA et la RFA d'autre part, et qu'en fait, beaucoup de ces tentatives de dialogue et de coopération sont balayées et échouent à cause de la propagande que continue de propager la RDA sur le sida, c'est-à-dire que Américains comme Allemands de l'Ouest mettent un veto finalement et refusent de pousser la coopération dans plein de domaines variés tant que la RDA continue à mener ce qu'ils voient comme une campagne de désinformation à leur égard. Donc, le sida devient vraiment un enjeu de la guerre froide, et d'ailleurs à partir de 86, notamment avec l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en Union soviétique, on le voit, l'abandon de la campagne de désinformation devient une condition à l'amélioration des relations Est-Ouest, et c'est ce qui va effectivement se passer, notamment Gorbatchev promet d'abandonner la campagne pour convaincre Reagan de signer notamment les accords de désarmement mutuel dont l'Union soviétique a besoin. Du côté de l'Allemagne de l'Ouest, on est particulièrement inquiet de ces histoires, notamment parce qu'on sait que la campagne de désinformation, elle a une cible privilégiée, ce sont les pays africains. Et à Bonn, on est très inquiet de la progression, non pas du sida en Afrique, mais des conséquences que cela pourrait avoir sur les intérêts ouest-allemands. Et ça m'amène à une dernière polémique qui est centrale dans cette construction politique du sida, c'est le sida comme enjeu nord-sud. Et là, il faut revenir aussi à Haïti, puisque si le contentieux haïtien dépassait largement le bras de fer américano-haïtien, c'est qu'au-delà de la crise diplomatique, la polémique sur l'origine du sida lie immédiatement la maladie à des questions raciales et vite à un conflit nord-sud. En gros, dès 82, Haïti accuse les Américains de pointer du doigt Haïti dans un espèce de réflexe raciste où dès qu'il y aurait une catastrophe, ce serait de la faute des Noirs. Et on retrouve exactement la même argumentation à partir de 85, quand la communauté scientifique se penche sur l'hypothèse, effectivement, africaine du sida. Et ça inquiète beaucoup les diplomates occidentaux, notamment les diplomates français qui craignent pour leurs intérêts en Afrique, mais aussi et particulièrement les diplomates d'Allemagne de l'Ouest, dans lesquels toutes les questions liées à la race et aux questions de santé ont une résonance historique un peu particulière. Je vous ai mis ici un télégramme de l'ambassade d'Allemagne au Ghana qui a beaucoup inquiété l'Auswärtige Amt, donc le ministère central. Pourquoi? Parce que on fait explicitement référence au national-socialisme dans la manière dont les Allemands de l'Ouest traiteraient la question des Africains et du sida. Les mesures des autorités ouest-allemandes rappelleraient les lois raciales du national-socialisme, d'après ce qu'on peut voir au Ghana. Et ça inquiète beaucoup les diplomates d'Allemagne de l'Ouest. Dans toutes ces histoires, ce qui est notable, c'est que l'OMS est totalement absente du sujet. Elle est vraiment marginalisée. On pourra revenir, je n'ai pas le temps de développer sur les raisons de cette absence, mais elle n'intervient pas dans cette première partie de la chronologie du sida, à la différence d'ailleurs d'autres organisations internationales. Je vous ai mis ici 2 résolutions du Conseil de l'Europe parce que c'est la toute première institution internationale à prendre et à débattre du sida et voter des textes à son sujet. Mais pour finir, je voudrais surtout montrer ce qui se passe au tournant des années 86-87 pour comprendre finalement comment on passe de cette politisation autour des enjeux nationaux à une réponse globale enfin déployée. Il y a un enjeu et un glissement autour des implications politiques étrangères du sida qui ont émergé dans ces années 80 et progressivement
leur traduction en une réponse aux défis sanitaires. En 87, au même moment quasiment, sont lancées en Allemagne de l'Ouest une grande enquête sur les implications sanitaires, les implications de politique étrangère du sida, vous l'avez à gauche, pardon, et un rapport du Foreign Office exactement sur le même thème, AIDS Foreign Policy Implications. Les deux documents montrent bien toujours qu'on est dans une logique d'intérêt national, et notamment, par exemple, la troisième question du questionnaire allemand est extrêmement révélatrice. On demande à tous les postes à l'étranger de dire si, dans votre pays d'accueil, l'Occident est-il tenu responsable de la propagation du sida? Lui est-il reproché une discrimination des pays ou régions du tiers-monde? Donc, ce qui préoccupe les diplomates, c'est la manière dont est perçu l'Occident, et l'Allemagne particulièrement, dans cette affaire. On retrouve exactement la même chose du côté britannique. On voit dans les conclusions du rapport que ce qui est au centre, ce sont les intérêts nationaux. It's our interest to counter... c'est la... pardon. L'important, c'est de faire le bilan pour les UK interests, les intérêts britanniques dans toute cette affaire, bien plus que de contrer l'épidémie. Mais là où ça change, et ce sera la fin de cette petite exploration, c'est que justement à ce moment-là, la défense de ces intérêts nationaux, pour la première fois, se traduit dans la volonté de lutter véritablement contre la maladie. Dans le rapport britannique, on le voit bien, It's our interest to counter the effects of AIDS and its consequences for the UK. C'est-à-dire que désormais, c'est dans l'intérêt britannique, non pas seulement de défendre la position britannique dans toutes les controverses possibles et imaginables, mais de combattre le sida en tant que tel. Et pour cela, il faut plutôt être coopératif que confrontationnel, dans une mauvaise traduction, vous le voyez, cooperatively rather than confrontally. Comme j'arrive au bout du temps, simplement pour dire qu'on a là une transition importante entre une conflictualisation et une réponse qui s'engage, qui devient effectivement extrêmement importante à partir de 86-87, avec des fonds mobilisés extrêmement importants, et qui va avoir une influence décisive sur la suite de l'histoire internationale du sida. Je n'ai pas trop le temps de développer, mais simplement, je voulais terminer avec cette image qui est celle de la toute première campagne lancée par l'OMS en 1987 de lutte contre le sida, un symbole qui est un peu dérangeant et qui a été abandonné en 91 au profit du ruban rouge que vous connaissez peut-être un petit peu mieux, mais qui est aussi le reflet de cette histoire très conflictuelle, sans doute plus que consensuelle dans les premières années. Je m'arrêterai là. Désolée d'avoir dépassé un petit peu. Je vais vous parler des droits des demandeurs d'asile en période de pandémie. Le 22 avril 2020, le ministère des Nations Unies pour les réfugiés déclare la suivante: garantir la santé publique et protéger les réfugiés ne s'exclut pas mutuellement. Ce n'est évidemment pas un constat de sa part, c'est plutôt l'un des nombreux signaux d'alarme tirés par le HCR pendant tout le premier semestre 2020. Également, signaux d'alarme auxquels se sont joints l'OIM et l'OMS face à la généralisation des fermetures de frontières et aux conséquences de ces fermetures sur les mouvements migratoires. Ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la situation d'un demandeur d'asile en temps normal, hors pandémie. Il quitte le pays en guerre ou une vie où il subit des persécutions et doit généralement traverser plusieurs frontières, un long parcours d'exil, jusqu'à un pays susceptible de le protéger. Pendant ce parcours, souvent la traversée des frontières est difficile, souvent se fait de manière irrégulière, et il est soumis au chantage des réseaux de passeurs, peut faire l'objet de persécutions sur le trajet, travail forcé, exploitation sexuelle, torture, et il n'est pas rare qu'il perde la vie. La traversée de la Méditerranée en est l'exemple le plus flagrant.
Arrivés dans l'état d'accueil, là encore, la situation n'est pas réglée. Il ne bénéficie pas immédiatement de la protection de l'État. Il doit déposer une demande d'asile. Sa demande d'asile va être étudiée. Et là encore, entre son arrivée sur le territoire de l'état d'accueil et le moment où il va obtenir le statut de réfugié, il peut se passer plusieurs mois, voire plusieurs années. En période de pandémie, et l'expérience de la Covid-19 en est la meilleure illustration que l'on a à notre disposition, on va avoir toute une série de mesures prises par les États qui vont fragiliser matériellement la situation des demandeurs d'asile, des personnes en recherche de protection, la fermeture des frontières, l'arrêt de l'enregistrement des demandes d'asile, la suspension des procédures d'examen, des problèmes d'hébergement, d'accès aux soins. Tout cela va évidemment fortement affecter la situation matérielle des demandeurs d'asile. La question que je me suis posée face à ce constat, c'est quel était finalement le régime juridique qui s'appliquait à cette situation en période de pandémie. Est-ce que les États pouvaient librement aménager les droits des demandeurs d'asile en période de pandémie? On constate deux choses, et ce sont les deux points que je vais étudier successivement. C'est que au cours d'une pandémie, au cours de celle de la Covid-19, c'est qu'on a d'un côté le renforcement des obstacles à l'obtention de la qualité de demandeur d'asile, et une fois que la personne est reconnue demandeur d'asile, pas encore réfugié, simple demandeur d'asile, on voit une fragilisation des droits qui découlent normalement de cette qualité. S'agissant des obstacles à l'accès à la qualité de demandeur d'asile, on peut percevoir deux types d'obstacles. Le premier, à l'échelle internationale, je l'ai évoqué en introduction, c'est la fermeture des frontières qui se sont généralisées. L'autre point que je verrai ensuite, c'est l'accès à l'enregistrement qui peut paraître, je dirais, plus évident, mais qui a finalement constitué un obstacle presque aussi important, voire plus important que la question des fermetures de frontières. L'accès au territoire de l'état d'accueil, d'après le HCR, au printemps 2020, 57 États sur les 167 qui ont fermé leurs frontières ne faisaient aucune exception à la traversée des frontières et ne permettaient pas donc aux demandeurs d'asile d'accéder à leur territoire. Les frontières extérieures de l'espace Schengen au niveau européen ne pouvaient plus être franchies que pour des voyages essentiels. La question, évidemment, était de se demander si demander l'asile constituait un voyage essentiel. L'Italie, Malte, d'autres États ont fermé complètement leurs ports. La France a réintroduit des contrôles à ses frontières et donc on avait de nouveau des difficultés à traverser les frontières à l'intérieur même de l'espace Schengen. Cette complexification de la traversée des frontières, évidemment, a fortement ralenti le parcours d'exil, si bien qu'entre 2019 et 2020, les demandes d'asile en France ont diminué de 41%. Est-ce que cette situation, cette réintroduction des obstacles à passer les frontières, est-ce que le fait de mettre à distance les demandeurs d'asile potentiels est contraire au droit? La réponse est non. L'article 33, paragraphe 1 de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés prévoit un principe de non-refoulement. C'est-à-dire que une personne qui est arrivée sur le territoire d'un État ne peut pas être renvoyée vers l'État où il risque d'être à nouveau persécuté. Ça ne signifie pas que l'État a l'obligation d'accueillir les réfugiés. Il peut très bien fermer sa frontière et ne pas accueillir les demandeurs d'asile. De la même manière, toutes les conventions de protection des droits de l'homme qui généralement protègent les demandeurs d'asile contre les mesures d'éloignement
ou qui pourraient entraîner des traitements inhumains ou dégradants ou des actes de torture, là encore, ne protège les personnes qui ont atteint le territoire. Tant que vous n'êtes pas sur le territoire, vous n'êtes pas protégé, vous n'êtes pas pris en considération. Ces mesures, évidemment, sont, je dirais, renforcées en période de pandémie. Le droit international, le droit européen reconnaît qu'en période de pandémie, l'État, au nom de sa souveraineté territoriale, peut renforcer ces mesures de contrôle, ces mesures de limitation d'accès à son territoire. Face à ce panorama extrêmement noir, quelques limites, malgré tout, existent, mais des limites qui se sont révélées assez théoriques s'agissant de la pandémie de la COVID-19. Tout d'abord, le Code des frontières de l'espace Schengen, en vertu du règlement 2016, dispose que les mesures de fermeture des frontières ne doivent pas être discriminatoires, ils doivent rester proportionnées et surtout ne doivent pas empêcher des personnes de demander la protection contre des persécutions ou des mauvais traitements. On en déduit très facilement que les personnes peuvent donc, normalement, traverser la frontière, quelles que soient les mesures prises pour lutter contre une épidémie, parce qu'elles sont demandeurs d'asile potentiels. De la même manière, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux articles 18 et 19, disent que les mesures sanitaires aux frontières ne doivent pas ne doivent pas empêcher, là encore, de pouvoir bénéficier de l'espace. Toutes ces mesures ont pourtant été prises au printemps 2020 et il n'y a pas eu la facilitation s'agissant des demandeurs d'asile. Et à ce jour, aucune mesure n'a été prise à l'encontre des États européens par les instances européennes, la Commission européenne en particulier, sauf contre la Hongrie, Hongrie qui, sous prétexte de la crise sanitaire, a exclu toute demande d'asile sur son territoire. La Commission européenne a considéré qu'il y avait là un abus de la part de la Hongrie. C'était excessif et caricatural, mais toutes les mesures qui ne visaient pas spécifiquement l'asile ont été considérées comme maladroites, inadaptées, et on voit dans le pacte migration-asile qui a été présenté par la Commission européenne en septembre 2020, donc tiré expérience, leçon du printemps 2020, la Commission européenne dit oui, il faudra réfléchir à améliorer les règles en vigueur, puisque visiblement elles ont été largement violées, il faudra intégrer la logique pandémique. L'autre obstacle à l'accès à la qualité de demandeur d'asile, c'est le fait de pouvoir enregistrer sa demande. Au printemps 2020, tous les établissements recevant du public sont fermés, ainsi mieux que les organismes chargés de recevoir les personnes qui demandent une protection internationale. Alors, ce point devient particulièrement aigu en Île-de-France, qui connaît, avant la pandémie, une situation déjà critique. Dès 2019, le tribunal administratif de Paris, dans une ordonnance du 25 novembre 2019, a déjà constaté le manque de rendez-vous en préfecture pour faire enregistrer cette demande d'asile et a demandé au préfet de mettre davantage de rendez-vous disponibles pour les demandeurs d'asile. Évidemment, très bien, lorsque tout ferme, lorsque les services d'enregistrement de demande d'asile ferment au printemps 2020, il devient quasiment impossible de déposer une demande d'asile. Pourtant, la circulaire du 16 mars 2020 du ministère de l'Intérieur précise bien que parmi les services préfectoraux qui doivent absolument rester ouverts, il y a ceux concernant l'enregistrement des demandes d'asile. Dans un premier temps, le Conseil d'État constate, dans une ordonnance du 9 avril 2020, que la fermeture de ces services n'est pas une atteinte grave au droit d'asile, car la préfecture s'est engagée à continuer à enregistrer les demandes des personnes les plus vulnérables. Engagement qui, en réalité, n'est pas respecté, si bien que dès 21 avril 2020, par une nouvelle ordonnance, cette fois-ci du tribunal administratif de Paris, le juge des référés demande la réouverture immédiate
des services administratifs et le lancement à nouveau de la plateforme téléphonique de prise de rendez-vous de l'OFII qui est en vigueur en Île-de-France. Les services vont réouvrir progressivement à compter de mai et juin 2020, mais avec 2 fois moins de rendez-vous qu'auparavant. Je vous rappelle qu'auparavant, c'était déjà insuffisant. Et au printemps 2021, on est encore sur des chiffres inférieurs à 2010. Face à ces blocages, et on se rend compte que obtenir la qualité de simple demandeur d'asile est déjà extrêmement difficile, mais en réalité, cette qualité est indispensable pour pouvoir être bénéficiaire d'un certain nombre de droits liés directement à cette qualité. Et ces droits, on va le voir, pendant une pandémie, pendant celle de la Covid-19, ont été fragilisés. Fragilisés à la fois s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, mais également au regard du traitement des demandes d'asile. S'agissant des conditions d'accueil, là aussi, il faut faire un rapide état de la situation avant la pandémie. Avant la pandémie, on a tous vu, si on s'est un petit peu intéressé à la question, la situation des camps en Italie, en Grèce, surpeuplés et pour lesquels les États ont été condamnés régulièrement pendant plusieurs années, et encore aujourd'hui, par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain dégradant. C'est également les campements sauvages en France de personnes en attente de traitement de leur demande d'asile, où là encore, la France, encore en juillet 2020, a été condamnée pour traitement inhumain dégradant à l'égard de personnes en attente, parce que la France les a laissées dans la rue, sans hébergement et sans soins. Pendant la pandémie, la Cour européenne des droits de l'homme a été significativement saisie. Pas loin de 400 demandes ont été déposées au printemps 2020 concernant principalement la situation des demandeurs d'asile dans les centres d'accueil et dans les centres de rétention pour migrants. Cela concerne quasiment tous les pays européens et la plupart de ces demandes ont été rejetées par le juge européen, considérant que certes les conditions sont mauvaises, certes les conditions étaient même dégradées, mais la pandémie justifiait d'une certaine manière cette situation. Et les seules mesures conservatoires qui ont été édictées par le juge européen concernaient des personnes de très grande vulnérabilité, mineurs non accompagnés, femmes enceintes ou personnes souffrant de pathologies graves. En France, les CADA ont été évidemment touchés par le confinement obligatoire, mais c'est surtout dans les centres de rétention administrative que l'inquiétude a été la plus grande, puisqu'il devait y être observé les fameux gestes barrières, alors même que, compte tenu de la surpopulation et de la situation matérielle, il était absolument impossible pour les migrants et les demandeurs d'asile qui pouvaient y être placés de respecter les gestes barrières. Là encore, le Conseil d'État, dans un premier temps, sur l'ordonnance du 27 mars 2020, a considéré que cette situation dans les centres de rétention n'était pas une atteinte suffisamment grave au droit à la vie et à la santé pour justifier une fermeture des centres de rétention administrative. La voie qu'ont trouvée les associations va être de passer par le juge des libertés et de la détention, qui va massivement libérer migrants et demandeurs d'asile placés dans ces centres de rétention, puisque de son point de vue, il n'y avait pas, du fait de la fermeture des frontières, de perspective proche d'éloignement. Comme on est placé en centre de rétention dans la perspective d'être éloigné rapidement, puisque l'éloignement était devenu impossible, du fait de la fermeture des frontières, on pouvait les libérer et les sortir de ces centres de rétention qui étaient devenus invivables. On pourrait également, sachant toujours des conditions d'accueil, dire un mot sur l'accès aux soins. Tout demandeur d'asile, de manière immédiate dès son enregistrement, a droit à la sécurité sociale, a droit aux soins. Or, là, on retrouve notre problématique de l'enregistrement des demandeurs d'asile, c'est que tant que vous n'êtes pas enregistré comme demandeur d'asile, vous n'avez pas droit aux soins, vous n'avez pas droit à une couverture santé. Là encore, évidemment,
toute la problématique de l'inscription, du retard de l'inscription avant la pandémie, aggravé par la pandémie, joue évidemment sur l'accès. Dernier point, c'est la dégradation des conditions d'examen des demandes d'asile. C'est un point très important puisque c'est la manière dont on va évaluer les persécutions, le risque encouru par la personne au cas de retour dans son pays d'origine. Une des premières problématiques, c'est le temps d'attente. Encore, en période habituelle, le passage devant l'OFPRA, puis devant la Cour nationale du droit d'asile en cas de rejet de l'OFPRA, peut prendre plusieurs mois, parfois plusieurs années. Évidemment, pendant le printemps 2020, l'OFPRA d'une part et la Cour nationale du droit d'asile d'autre part vont suspendre totalement leurs activités, décalant de plusieurs mois, là encore, le traitement des demandes d'asile. Dans l'idée d'aménager le redémarrage de la Cour et peut-être aussi, sans le dire, de rattraper le retard du printemps 2020, le gouvernement adopte une ordonnance du 13 mai 2020 sur la manière dont la Cour doit, pendant les mois qui suivent, doit retravailler et examiner les demandes d'asile. Et elle met en place plusieurs mesures dérogatoires liées à la crise sanitaire. Le premier point est que la Cour doit redémarrer immédiatement, dès le 24 mai 2020, son activité, alors qu'on est encore en pleine période d'état d'urgence sanitaire, que les agents de la Cour ont complètement arrêté de travailler, et faire redémarrer quasiment moins d'une dizaine de jours après est extrêmement difficile pour les demandeurs d'asile eux-mêmes, qui doivent préparer leur dossier et donc être audiencés très rapidement. Ce qui a surtout, de la même manière, on va appliquer au dossier une procédure accélérée, c'est-à-dire des délais réduits pendant les premiers mois, dans l'idée justement de rattraper le retard, et ce qui pose un problème pour la défense des demandeurs d'asile, puisqu'ils doivent préparer leur dossier, rassembler un certain nombre de pièces, dans un monde totalement à l'arrêt, où il devient extrêmement difficile d'obtenir des documents. Les services administratifs sont fermés, en France comme ailleurs. Et le point qui va être le plus problématique, c'est que, de manière dérogatoire, l'ordonnance prévoit le recours systématique au juge unique. Alors que normalement, ce sont 3 juges qui examinent la demande, un président magistrat professionnel, un assesseur nommé par le Conseil d'État, un assesseur nommé par le HCR. Là, juge unique, donc magistrat professionnel, qui va seul examiner la situation. De plus, l'ordonnance prévoit que ce juge unique peut être à distance pour des raisons de déplacement, de difficulté de déplacement. Et donc, la demande d'asile peut se faire par écran interposé. L'ordonnance va faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État, en référé, va suspendre cette mesure liée au juge unique, considérant que c'était une atteinte trop importante à l'asile et aux conditions d'examen prévues par la loi, par le législateur. Qu'est-ce qu'on peut tirer? Quelles leçons peut-on tirer de cette période du printemps 2020 et de ses conséquences à long terme pour les droits des demandeurs d'asile? La situation matérielle, on l'a vu, a été extrêmement dégradée. Le juge français et le juge européen ont été très largement sollicités sur ces différents points et globalement, ils ont considéré que les circonstances exceptionnelles justifiaient le plus souvent des atteintes aux droits des demandeurs d'asile et que seuls les excès les plus graves devaient faire l'objet de sanctions et de correctifs. On voit bien ainsi que les autorités nationales, sur plein de choses dans l'autre sens, peuvent négliger pendant un temps du moins, en période de pandémie, les droits des demandeurs d'asile, à la condition de ne pas dépasser les limites les plus extrêmes. On peut comprendre que les autorités nationales, prises dans l'urgence de la gestion de la crise sanitaire, aient pu passer à côté des droits des demandeurs d'asile,
on comprend moins pourquoi les juridictions, avec recul, aient pu, elles aussi, je dirais, se montrer extrêmement favorables à une gestion globale et massive de la crise sanitaire. J'ai une explication qui n'est pas, qui peut être contestée. En temps normal, et on l'a vu, le juge en matière de droits fondamentaux évalue entre l'intérêt public invoqué par les autorités nationales et la violation du droit fondamental auquel il est porté atteinte. Cette mesure, cette balance a été mise en application pendant la pandémie, s'agissant de tous nos droits, de la population tout entière. Et on a pu voir que le juge administratif, le Conseil d'État, a été, je dirais, assez équilibré, modéré, aussi des contestations, pour essayer d'aménager au mieux ces deux intérêts contradictoires. On peut avoir le sentiment que ces aménagements ont été un peu négligés s'agissant des demandeurs d'asile. Et mon explication est que la situation des demandeurs d'asile en temps normal est déjà tellement dégradée que la dégradation supplémentaire du fait de la pandémie pouvait être perçue comme pas négligeable, mais en tout cas comme minime et a pu de ce fait être davantage tolérée que quand il s'agit de la population dans son ensemble. Merci. On n'a pas l'air de ça. Oui, c'est gentil. Je vais avoir un minute de présentation. J'aurais peut-être même la sonnerie. C'est ça. C'est gentil. D'abord, du coup, je remercie José, Claudia et la Fondation de nous donner l'opportunité de parler dans un panel aussi varié. Ce que j'ai trouvé passionnant aujourd'hui et ce qui a beaucoup d'écho avec la petite conférence que je m'apprête à faire, c'est sur cette question de la mise en fiction du présent, la fictionnalisation du Covid. En fait, vous m'avez tous donné beaucoup à penser, donc je vais essayer de disséminer un peu mes réflexions tout au long de ma présentation. Vous envoyez le titre ici, la science-fiction face au Covid, prophète ou futurologue. Alors, je vais déjà vous donner un élément de réponse. Elle n'est ni l'un ni l'autre. En vérité, elle est plutôt là pour nous apporter des enseignements par rapport au présent et nous aider à nous dessiller les yeux. Mais de fait, mon intuition de départ, quand j'ai débuté ce travail, il provenait en fait d'un étonnement premier, celui d'avoir constaté en mars 2020 qu'il y avait en fait une multitude d'articles qui portaient sur les similitudes entre notre monde pandémique et puis les écrits de science-fiction. Et aussi, à cette époque-là, j'avais une autre casquette, j'étais conseillère scientifique auprès de l'Assemblée nationale. Et de fait, ce rôle assez étonnant joué par la science-fiction auprès des institutions gouvernementales, de fait, ça ne pouvait que me passionner. Je vous ai mis à dessin une petite image de virus, de coronavirus. Alors, pourquoi? Simplement pour embrayer sur la suite de ma réflexion, puisque si vous connaissez un petit peu les travaux des sémioticiens en imagerie scientifique, ils nous disent qu'ici, on est face à une image qui touche à un certain réalisme paradoxal. Ils utilisent cette drôle d'expression, en fait, pour désigner notre tentation répétée de toujours rattacher l'inconnu à du connu. Ici, on a ce virus très bizarre, ça ressemble à une planète, ça ressemble à un jouet, on ne sait pas trop ce que c'est. Et tout de suite, on va aller vers ce qu'on appelle une figuration spontanée, tout simplement donner du sens. Ben, le microbe, on va le rapprocher à un serpent, à un batracien. Et dans une certaine mesure, c'est ce que vont faire beaucoup de personnes face au Covid. On va essayer de le rattacher au connu, à ce qui ressemble le plus. Et quelque part, ce sont peut-être ces récits de science-fiction. Et pour alimenter ma réflexion, je suis allée à la rencontre d'un certain nombre d'écrivains, d'éditeurs, de penseurs de la science-fiction contemporaine. Et en guise d'introduction, donc, je vous propose 2 citations de personnalités qui se sont exprimées donc, sur la crise sanitaire. Citation un peu longue d'Alain Damasio, qu'on ne présente plus vraiment, hein, qui a écrit Le Fugitif, La Route du Contrevent, etc. Un écrivain de SF qui est particulièrement engagé sur le terrain social et qui a donc toujours beaucoup à dire sur le rôle politique que doit jouer la SF. Je vous ai souligné les éléments saillants. Alors, il parle un peu de manière
facilitatrice à chaque fois. Moi, là, je vis dans un mauvais film de SF, c'est caché pour moi, depuis 3 semaines et ça va continuer. Je vis dans un laboratoire d'expérimentation anthropologique à base d'une idée de SF qui est de dire une pandémie mondiale et une distanciation sociale vécue par 3 milliards de personnes en même temps. Ça, c'est complètement fou, être piégé dans ma propre science-fiction. Donc ça, c'est Alain Damasio. Et l'autre citation de Stéphane Foucard, qui est au Monde, l'année qui s'achève restera sans doute comme l'année de la dystopie, celle où l'actualité scandée jour après jour nous aura semblé tout droit sorti d'un roman d'anticipation. Alors, sur quoi est-ce que je vais attirer votre attention dès à présent? C'est qu'il y a un lexique un peu fourre-tout. On nous parle d'un côté de dystopie, c'est-à-dire une contre-utopie avec un système autoritaire qui va vous empêcher d'accéder au bonheur un petit peu à la 1984 et d'autres dystopies typiques que vous connaissez. Anticipation, du coup, un récit qui va être dans le futur plus ou moins lointain et qui très souvent imagine sur des innovations technologiques extrêmement variées. Et puis science-fiction, ce terme un petit peu qui désigne un peu tout et n'importe quoi. Maintenant, il y a beaucoup de débats en interne parmi les penseurs de la science-fiction. Qu'est-ce que c'est la science-fiction? Est-ce que c'est forcément la science mise en fiction? C'est aussi un xénisme, c'est-à-dire que c'est traduit de l'américain. On devrait dire fiction scientifique et non pas science-fiction. Je ne vais pas vous faire un cours, ce n'est pas intéressant, mais vous voyez déjà qu'on utilise un peu à tort et à travers des expressions pour essayer tout simplement de désigner cet effet qu'un peu plus tôt Benoît a qualifié de sidération. Et c'est ce qu'on appelle précisément en science-fiction le sense of wonder, cette espèce, on est plutôt dans un sentiment sublime, cet atermoiement, cet étonnement, cette déstabilisation tout simplement de nos structures cognitives qui sont quotidiennes. Vous l'avez vu avec Alain Damasio, avec Stéphane Foucard, il faisait référence à tout simplement au contexte qu'on vivait, que ce soit le port du masque, que ce soit effectivement le sujet de la pandémie. Mais vous le voyez ici, on a aussi une culture visuelle qui se rattache très fortement à la science-fiction. Si on ne vous disait pas que c'était lié au Covid, on pourrait croire que ce sont ici des captures qui viennent tout droit d'un film de science-fiction. Vous reconnaissez ici des combinaisons, des masques, on a ce pass sanitaire, on a ce qu'on a appelé l'anthropose, ce qui est l'inverse de l'anthropocène, c'est cette idée que la nature reprend ses droits, et ça c'est vraiment un stéréotype, un trope qui est extrêmement éculé en science-fiction. Je vous ai mis cette image pas très belle des bouchons. Pourquoi? Parce que si vous connaissez la série The Walking Dead, on a sur certaines affiches justement ces fils de voitures complètement vides, puisqu'en fait la vie humaine a disparu pour partie et il ne reste d'elle que ces strates, ces espèces de vestiges de la civilisation humaine. Et cette image donc d'une annonce télévisuelle touchant au confinement, parce qu'on a toujours cette figure d'autoritarisme qui nous ramène là à la dystopie. Et c'est peut-être pour ça que certains penseurs ont voulu chercher dans la dystopie un qualificatif qui fonctionne pour la pandémie. C'est précisément parce que les questions de tracking, les questions de passe sanitaire, d'identité numérique, de confinement, ça nous renvoie non pas à nos pires cauchemars, mais à des tropes vraiment éculés dans le monde de la science-fiction. Et si vous avez écouté un petit peu Emmanuel Macron lors de ses différentes prises de parole politiques et télévisuelles, il nous parlait de monde d'après, il nous parlait effectivement de guerre contre le virus. Tout ça, c'est un lexique qu'il faudrait vraiment étudier très, très en détail et que je ne ferai pas ici, mais c'est un lexique qui est vraiment propice à générer un imaginaire typique de la SF. Et aussi, chose que je ne vous ai pas dite et qui est tout de même particulièrement intéressante, c'est que pourquoi est-ce qu'on aurait tendance à aller vers le récit de science-fiction? C'est aussi parce que le récit de science-fiction est un récit mondialisé. Et précisément, quand vous voyez ces images, vous connaissez peut-être l'émission Carobola sur Arte où on cherche le petit détail qui nous dit dans quel pays on est. Alors là, évidemment, confinement, on sait, mais pour la plupart, on ne sait pas dans quel pays on est précisément parce qu'on a été face à un récit mondialisé, un récit globalisé. Et très souvent, la science-fiction tend vers cette espèce de récit total, en fait, qui prend en otage l'intégralité d'une société. Et pour répondre à ces questions, pourquoi est-ce qu'on a eu cette attirance pour la science-fiction? Je vous propose deux réponses possibles. Vous allez voir que souvent, je vais me contredire et je vais dire que non, ce n'est ni l'un ni l'autre en vérité. A-t-elle été lanceuse d'alerte? Puisqu'on a très souvent vu cette expression, notamment dans la bouche de Jeanne Adebat, qui était la directrice artistique des Utopiales de Nantes. Et est-elle plutôt un outil de prospective? Et une autre des réflexions qui sera contenue en fait dans ces deux scansions, c'est la SF comme conseillère scientifique. Ça relie un peu ces deux réflexions. Donc, de fait, la science-fiction comme lanceuse d'alerte, on a vu très souvent dans la presse des articles, vraiment toute presse confondue, un grand public et puis un petit peu plus spécialisé, qui nous disaient l'ASF, c'est un prophète. Elle a été capable, bien avant nous, bien avant le Kidam et même bien avant le gouvernement, de nous mettre face à ce qui nous pendait au nez, cette pandémie que personne n'avait vu venir, à l'exception de certains écrivains. Un qu'on a beaucoup cité, notamment, c'était Dean Koontz avec Wuhan 400. On a la ville, on a surtout un coronavirus, donc en plein dans le mille, je nuancerai un peu ce propos.
On a Soderbergh, là, que vous voyez en bas, les auteurs de science-fiction avaient déjà prédit la pandémie. On a Camus et la peste. Voilà. Donc, on avait plein de titres qui nous haranguaient, en fait, en nous disant qu'ils avaient prophétisé. Alors, ce n'est pas anodin de parler de prophète, parce que est-ce que ça veut dire par là que les auteurs de science-fiction sont porteurs d'une vérité, qu'ils ne seraient un petit peu comme Homère, qu'un Aède, qui donc récite un récit qu'il porte en lui, et aussi un récit qui unit, du coup, la totalité de l'humanité. Enfin, c'est lourd de sens, en fait, ce rapprochement à un prophète, à une pitié de mauvais augure. Enfin, les termes sont vraiment choisis à dessein dans mon cas, mais dans la presse, c'était plutôt un effet, effectivement, de sensationnalisme. On a l'impression que la science-fiction, tout bêtement, nous a raconté notre vie de tous les jours. Et ce qui n'est pas anodin, c'est que tous ces articles ont été publiés début mars 2020. Et il se trouve que mars 2020, quand on regarde la chronologie, ça correspond à la fois au moment où l'OMS va dire qu'il s'agit d'une pandémie et non pas d'une épidémie. Et puis tout à la fois, c'est le moment où il y a le premier confinement. Donc dès lors, on voit qu'il y a une espèce de phénomène de repli. On cherche dans la science-fiction du sens, une réponse, une justification. Et puis c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué, peut-être même une résolution. Vous avez dit qu'il y avait 3 récits phares, tout particulièrement qui ont été cités par ces différents articles. Le fameux récit Les yeux des ténèbres de Dean Koontz, qui est un auteur de policier, de thriller, d'horreur. Et dans ce récit, il nous raconte qu'effectivement, il y a le virus Wuhan 400, qui est un coronavirus qui va être créé en laboratoire et effacer une partie de la population. Quand on y regarde de près, en vérité, il y a plusieurs versions du livre, et parfois ce sont les Russes et non pas les Chinois. Donc on laisse un peu de côté ce récit. Vous avez peut-être eu connaissance du fléau The Stand de Stephen King, dans lequel on a le virus Captain Trips qui efface 99% de la population. Et en fait, les gens ont tellement fait le rapprochement que Stephen King s'est senti obligé de faire un tweet disant non, 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 on se calme, le coronavirus n'a rien à voir avec mon récit, surtout parce que nous, on a des solutions très concrètes pour se prémunir du Covid. Et de manière réflexive, du coup, on se rendait compte que les auteurs devaient assumer une parole sociale en faisant la comparaison avec leur univers de fiction, en disant attendez, je ne suis pas maître en ces lieux, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas virologue, prenez du recul par rapport à mes œuvres. Et précisément, l'œuvre de Stephen King, si vous l'avez écouté, le fléau, je vous invite vraiment à lire la version longue de 50 heures qui est assez formidable. C'est plutôt un récit allégorique sur la lutte du bien et du mal, et la maladie n'est qu'un véhicule en fait de ces. On est très très loin du Covid. Et puis le fameux Contagion de Steven Soderbergh, pour la petite anecdote, il était le film le plus téléchargé juste avant La Reine des Neiges 2. Il a vraiment été pendant très longtemps dans le top 10 du légal et de l'illégal. Donc il y a eu vraiment un besoin du public, tout simplement, d'aller chercher dans ces récits d'horreur, de pandémie, de post-apocalyptique. Vous voyez qu'on a vraiment une variété en fait de récits. On n'a pas juste un récit dans le futur. On a des récits qui touchent à l'horreur, des récits qui touchent à du post-apocalyptique, et ça nous pose une question un peu plus sensible qu'on n'évoquera pas ici, mais dire que c'est de la science-fiction, c'est un peu complexe. Les récits post-apocalyptiques, ils ont plutôt pour but de trouver de proposer des scénarios de fin du monde et de recomposition de l'humanité une fois qu'il y a eu la disparition des structures gouvernementales, ce qui n'est pas forcément le cas des récits de pandémie comme Contagion. Donc du coup, on a tout mis sur le même niveau. On a fait encore une fois une pot pourrie avec tout ce que pouvait être la science-fiction, sans voir que selon les typologies, les genres et les formes, les effets ne sont pas les mêmes, les allégories ne sont pas les mêmes et les solutions ne sont pas les mêmes. Sachez qu'on a quand même eu un exemple à la française, c'était Franck Tillier qui nous racontait une histoire de coronavirus dans Pandémia. Pour la petite anecdote, ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit ce récit en cohésion parfaite avec l'Institut Pasteur de Lille. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de ces récits que je vous ai présentés sont aussi justes sur leur analyse de la situation, c'est parce qu'en fait, ils ne proviennent pas du tout simplement des méninges de ces auteurs, ils proviennent d'une conversation vraiment riche avec des épidémiologistes, des virologues, qui donc leur ont donné des éléments de réflexion sur ce qui pouvait advenir en termes de maladie. On a aussi pu remarquer dans la presse qu'il y avait une incitation très forte à lire de la science-fiction. Alors pourquoi? Je ne peux évidemment pas répondre de manière absolument figée, mais il y a quelque chose qui en ressort de manière très effective, c'est le fameux Keep Calm qu'on avait déjà en 1939 en Grande-Bretagne en disant voilà, calmez-vous, on est dans un contexte effectivement de Seconde Guerre mondiale, mais ça va aller, restez bien dans vos bottes. De la même manière, on a cette idée que la science-fiction pourrait être un espace cathartique, on transcenderait nos peurs, nos angoisses, parce qu'en fait, on se rend compte que des héros, collectivement, vivent un récit qui ressemble à notre vie. Ce terme de récit m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, la science-fiction, par la lecture, elle nous donne aussi du sens à ce récit globalisé qu'on vit collectivement de manière mondiale, comme je vous l'ai montré avec les images au début de ce PowerPoint. Je vous parlais de l'effet cathartique, il y a aussi eu des études, alors il n'y en a pas beaucoup, donc du coup ça reste un peu discutable, mais certains ont affirmé que la science-fiction avait une capacité de nous conférer de la résilience, notamment ceux qui regardaient la science-fiction et ceux qui regardent des films d'horreur, et une étude assez sérieuse qui est sortie en 2021 disant qu'on serait plus fort pour résister aux éléments d'angoisse. Donc Mélodie nous dira peut-être si au niveau santé mentale ça marche de regarder des films d'horreur.
Donc, je vous disais, cathartique, l'effet d'évasion aussi, s'évader à notre propre réalité. Je vais vous montrer qu'ensuite, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que, contrairement à l'idée reçue, on n'a pas eu tant de science-fiction de ça. Et puis, voilà, je vous disais, répondre à l'incrédulité et puis surtout trouver une forme de téléologie, puisque précisément, quand vous ouvrez un livre, il a une fin. Et en lisant de la science-fiction, on espère peut-être arriver à la dernière page et connaître la résolution de ce récit globalisé. L'un des a priori que j'ai beaucoup croisé dans la presse et auquel que j'ai voulu soumettre en fait à mes nombreux interlocuteurs lors de cette enquête, c'était est-ce que véritablement la science-fiction a été bingée, comme on peut le lire dans la presse? Eh bien non, pas du tout en vérité. Il y a certes un nouveau lectorat qui est arrivé. On m'a confirmé qu'il y avait notamment une féminisation du public. Ça, c'est très, très fort et c'est affirmé depuis quelques années. Il y a un intérêt aussi qui s'affirme sans cesse pour la SF. Olivier Girard du Bélial, qui est vraiment une maison d'édition montante, dit effectivement la SF va bien parce que le monde ne va pas très bien, mais ce n'est pas du tout le corollaire du Covid. Il y avait déjà un intérêt très fort pour la science-fiction, qui est aussi en grande partie lié aux nombreuses séries. Je pense à Netflix, à toutes ces plateformes qui de plus en plus s'engouffrent dans cette manne de la SF. Est-ce qu'il y avait de nouvelles lectures? Alors pareil, les libraires ont été très mitigés. Il m'a dit, bah oui, il y a un intérêt plus fort pour ce qui n'est pas la littérature blanche, c'est-à-dire la littérature populaire, la littérature de genre, mais attention, on n'a pas du tout eu plus de lecteurs attirés vers les récits de pandémie, c'est plutôt tout l'inverse. Ils voulaient ce que Anouk Béranger m'a appelé des lectures câlins. Ils voulaient des livres qui leur font du bien, des livres positifs. Et précisément, moi, j'ai lu Le Fléau avec plaisir pendant la pandémie, mais je pense que beaucoup de gens, pas du tout. On n'avait pas envie, en fait, de lire des récits de virus, de destruction du monde. On avait envie plutôt d'imaginaire. Et c'est pour ça que, du coup, qu'Anouk Béranger a pu me dire que c'était plutôt vers la fantaisie que les lecteurs se sont tournés. Et c'est une question qui, du coup, est restée vraiment en suspens pour moi. C'est très significatif de ne pas aller vers la science-fiction et donc une technoscience, mais d'aller plutôt vers un monde de magie où, du coup, la magie reprend ses droits, la nature reprend ses droits. Ça nous dit quand même beaucoup de choses. Dernière scansion, donc, de cette première réflexion, et il me reste un temps, mais il me reste 22 secondes, je vais être rapide. Je ne vois pas mon titre. Alors, j'ai essayé maladroitement de dire la SF pour penser le monde, c'était dans le sens penser et puis réparer le monde, puisque précisément, les maisons d'édition m'ont témoigné du fait qu'il y a eu énormément d'écrivains en herbe qui, du jour au lendemain, ont profité du confinement pour écrire des récits de science-fiction et donc exorciser en fait leur angoisse du temps à venir en écrivant, je ne vous le cache pas, de très mauvais récits post-apocalyptiques. Donc, je vous préviens que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on va voir beaucoup de récits émerger. Je vous ai mis, je m'excuse pour Christophe Victor, un exemple qui vient tout juste de sortir, ce qu'il appelle un récit post-Covid, dans lequel tout bêtement, la société se reconstruit après le Covid et on a tous les poncifs du genre de la science-fiction. Donc malheureusement, la science-fiction n'est pas toujours un tremplin pour l'imaginaire, ça renoue avec des poncifs et voilà, de la mauvaise littérature, si je peux me permettre. Ce qui est intéressant cependant, c'est que beaucoup de chercheurs ont compris que ces récits de science-fiction et ces récits de science-fiction à venir aussi touchaient à ce qu'on appelle des corona fictions, c'est-à-dire qu'ils avaient un statut historique semblable au récit du 11 septembre, semblable à différents récits qui ont pu être produits dans ces moments historiques. Et de fait, il va falloir collecter, archiver et patrimonialiser en fait tous ces témoignages, puisque ces récits de science-fiction vont nous dire quelque chose de la période qu'on vient de vivre. Mais effectivement, ce sera à vivre sur le temps long, et c'est pour ça que mon projet ouvre des questions plutôt qu'il n'enferme, en vérité. Et là, du coup, je vais être très bref parce que je n'ai pas été assez rapide. Sur cette question de la SF en tant que conseillère scientifique, je saute ce slide-là, simplement pour vous dire, et je vous en avais déjà parlé quand nous étions tous ensemble, que ce n'est pas pour rien que la SF, elle revient sans cesse sur le devant de la scène, puisque précisément fin 2019, il y a eu la création de la Red Team au sein du ministère de la Défense. La Red Team, c'est quoi? C'est une équipe qui prend modèle sur des tentatives qui avaient déjà été faites au sein du gouvernement américain, de tout simplement s'associer à des écrivains de science-fiction pour qu'ils nous proposent des scénarios qui nous présentent les menaces possibles. Et ce qui est intéressant avec ces différents auteurs, que ce soit Xavier Mauméjean, que ce soit Laurent Jeunefort, qui font partie de cette équipe-là, quand on les entend en parler, ils disent que eux, leur but, ce n'est pas du tout de collaborer avec le ministère de la Défense, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pu les accuser de faire. Eux, leur but, c'est d'être en fait disruptifs, de proposer des scénarios qui compliquent la vie de l'armée pour les repousser un peu dans leur retranchement et les pousser à penser en fait les vulnérabilités et notamment des problèmes moraux. Et je vous invite vraiment à regarder ces scénarios qu'ils ont produits sur le hacking des puces ou encore des sociétés, ce qu'ils appellent les paplards, une société en fait qui ne veut pas de puces intégrées et du coup elle se soulève et elle détruit notamment un ascenseur spatial. Il y a vraiment une question d'un horizon proche et d'un horizon qui est déjà palpable, puisque vous avez peut-être entendu parler assez récemment de Musk qui avait développé des technologies de Neuralink. Et en fait, c'est exactement ça. La puce, qu'est-ce qui va se passer quand on va pouvoir effectivement peut-être hacker la puce qui se trouve dans votre cerveau? Mais je saute tout ça pour en arriver à mon tout dernier slide,
parce que c'est aussi une question que je me pose et de manière durable. Est-ce que la science-fiction sort grandie, sort blessée, sort de manière plus épanouie de cette crise de Covid? Alors, les écrivains que j'ai pu interroger sont très dubitatifs. Laurent Jeunefort, notamment, qui fait partie de la Red Team et qui est un auteur de science-fiction, me répond que lui, il continuera à écrire du space opéra. Il ne va pas écrire plus de récits touchant aux virus vivants, zoonoses, etc. Je me suis amusée à faire une liste des thèmes qui pouvaient justement s'affirmer au travers de la crise sanitaire qu'on a traversée. D'autres auteurs comme Serge Lehmann m'ont répondu qu'en fait, tout simplement, le phénomène que je tente d'étudier, il est récurrent, il est cyclique, et de la même manière que après différents essais, la voiture de Musk envoyée dans l'espace, l'alunissage, etc., on a eu à chaque fois une réponse de la part des récits de fiction. Donc, ce n'est pas nouveau ce qui se passe là. Simplement, il y a effectivement une incursion de la science-fiction dans la prise de décision gouvernementale, et c'est quelque chose à ne pas minimiser, c'est quelque chose à regarder de près, parce que ça nous dit quelque chose de ce que la fiction peut apporter en tant qu'artisan de l'imaginaire à la prise de décision politique. Et du coup, quelques pistes, quelques éléments de réponse que vous voyez ne sont pas du tout définitifs. Donc, je réponds à ma question de départ. La SF n'est pas un prophète. La SF n'est pas non plus une futurologue. Elle est plutôt, comme le dit un chercheur britannique, Chris Nolan, un vaccin. C'est un petit peu comme si on se faisait un vaccin préventif qui nous aide du coup à dessiller nos yeux et à mieux penser le présent. Et du coup, je parlais de la résilience. Peut-être, c'est une théorie de certains chercheurs, les lecteurs de science-fiction sont plus bien armés pour vivre les temps dans lesquels nous vivons. C'est une question ouverte. L'ASF surtout, et là je pense que c'est l'élément le plus fort de cette recherche, l'ASF nous aide à penser un récit mondialisé, nous aide à mettre en récit le monde. C'est là où l'outil livresque en fait nous aide à mettre en intrigue en fait le monde que l'on vit et ne pas simplement le vivre passivement. Et puis l'ASF surtout, comme je vous disais, comme étant une réponse à un moment historique et un élément que je n'ai pas mis dans cette réponse-là, plutôt que de nous aider à deviner l'avenir, la SF nous aide plutôt à penser des futurs au pluriel alternatifs et non pas une réponse figée. Et c'est peut-être pour ça que je ne peux pas avoir moi-même de réponse figée, c'est que la SF, elle est serpentine en fait, et elle n'est pas là simplement pour apporter sur un plateau ce qui va arriver dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Son but, ce n'est pas faire de la prospective, c'est d'ouvrir les portes de l'esprit, notamment de son lecteur, et pas simplement des entités gouvernementales. Et j'ai un peu dit. Juste un mot déjà de remerciement, très sincère remerciement pour m'avoir convié aujourd'hui à présenter ce film. Et comme on a peu de temps, moi je pourrais en parler pendant des heures, mais le temps nous est très compté, donc la seule chose que je pourrais dire en fait, c'est qu'un des principaux objets du film, en dehors de l'analyse que j'essaie d'en fournir après, c'était de varier un peu les paroles. Parce qu'à la télé, on entendait pendant tout le temps de la pandémie toujours en fait les mêmes gens, des mêmes pays. Et donc voilà, peut-être en fait, un des plus beaux mots que je peux faire, c'est de ne pas en faire, de ne pas en parler, de laisser ces gens parler eux-mêmes de la manière dont ils ont vécu cette pandémie. कोरोना संक्रमित देशहरूबाट नेपाल फिर्ता भएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेर सबैलाई नेपाल सरकारबाट आह्वान गरिएको छ। विश्वको विभिन्न देशबाट भ्रमण गरेर आउँदाखेरि बाटोमा, एयरपोर्टमा र प्लेनमा संक्रमित व्यक्तिसँग C'est mieux d'avoir la lumière éteinte, non? Oui, कन्ट्याक्ट भएको हुनसक्छ र त्यही विषयबाट très bien. रोग पनि सरेको हुनसक्छ, साइकोलोजिकल स्ट्रेस हुन सक्ने र यो स्ट्रेसलाई कम गर्नलाई उपायहरू पनि छन्, जस्तै नियमित संसारी हिसाबले चलाइरहनु परम्परा हो। त्यही संसारी हो कि जस्तो लाग्छ। संसारीले पनि रुगा मार्की नै लाग्छ। कोरोना भाइरस पनि रुगा मार्की नै हो। हामीले
लामबत्ती समितिजनाले चाहिँ सबै गाउँले सार्ने सल्लाह गरेको। कोरोना भाइरसको बारेमा चाहिँ मैले सुनेको कुरा साह्रै याद भएन। मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ यो संसारीको व्यथा बनेको, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिब्रो गुमाउने अनि छेल्ने, खोक्ने, त्यो चाहिँ भाइरस उठिन्छ। त्यो म आफू पनि गएको छु। त्यही भएर मैले यो कुरो थालेँ। किनभने उहिलेदेखि त्यही प्रकारले भनेको कुरा त्यही थियो र उहिलेदेखि सानो पालादेखि मनाइ ल्याएको हाम्रो नेपालमा। अहिले हुन आएको छैन, तर अहिले पुगे पनि लागिसकेर औषधि गर्न भन्दा नलागिकन उपाय गर्ने विचार गरेको वा कहिलेकाहीँ रोक्न सकिन्छ कि धेरै संसारीसँग पनि भर माग्दै सबै गर्ने हो, हस्पिटल पनि जाने हो, संसारी पनि पूजा लाउने हो। बाल बच्चा प्रवेश कुरा चौपा धौपाला प्रवेश कुरा छेड्ने ढक्ने ऊपर तले खोकी चलाउने प्रवेश कुरा सैया गरिदेऊ शीतल गरिदेऊ भनिकन परमेश कुरा आज परमेश कुरा सबै परमेश कुरा शिरु गौरी गाईको दुध दिकन परमेश कुरा आज परमेश्वर भनिकन परमेश्वर सबै उनलाई गालिदिएका छ। परमेश कुरा सत्य उपलब्धि जोडाइकन परमेश कुरा गान बाल बच्चाको परमेश्वर हिम्रो दिनभर घरिकन परमेश्वर गाउँ बुढेटाबाट पनि परमेश्वर रसोद दान दिनेछ। परमेश्वर सरिँदैन, परमेश्वर चढिँदैन, परमेश्वर पुलिसलाई सबै राखेर बन्द गरेर भन्छ मेरो अब कतै अधिकार नै केही छैन। तर हामी सल्लाह गरेर त्यसरी गडबडै नघुम्ने जन बिमार हुने हो कि यो हप्तामा चाहिँ आफ्नो घरबाट जनामा सार्ने यो लगेर बाटोमा राख्छु अनि लामबत्ती उसको खुसीमा आउँछ अनि उसले टिप्दै लाग्छ। हामी यो मान्छे धेरैजना नभेट्नको लागि सधैँभरि सुनपाती बरमपाती पोल्छौँ। यसपालि चाहिँ नपोल्ने जिउ भैँसीको जिउ जुठो हुन्छ, गाईको जिउ राम्रो हुन्छ र तितेपाती पोल्ने संसारी बुझाउन सकेन भने झन् बिमार गराउँछ कि त्यो नलागो छु त्यो संसारी पनि धोको उहिलेदेखि बनाइ लाग्छ। त्यो सार्दै लग्यो भने अब हुने सधैँ जाऊ भने पनि हामी पठाउँछौँ। त्यो पठाउँदा जान्छ जसको लागि आफूको राख्ने र त्यही जोलाई गुमाएको बिच निकालेर बाहिर परो धारामा निकालेर चाहिँ अब जहाँ जहाँ फुल बोलेको हुन्छ जहाँ जहाँ यहाँदेखि जानु यहाँ गाउँ गर्नु यहाँदेखि आउने तयार सुविधा संकल्प गरेर पानीले जसरी खाल्दै पठाए त्यसै गरी जानु भन्ने हामी पठाउँछौँ। जता जता उत्तर प्रदेश नगर जता यो हावामा घुम्ने हो संसार घुम्ने हो। संसारमा गाउँमा चाहिँ गाउँदेखि चाहिँ तिम्रो भाग दिइसक्यो भने ज्ञानीको अब वस्तुको जब टुक्रा
सुनको सबै पानी जतिको अब फलान जग्गा दिउँ यहाँदेखि जानु भनेर पर्छ। यो संसारी बनेको यो पहिला चाइनाबाट आएको लामा दमिनी नेवार युपा भुइयाहरू उनीहरू चाहिँ पहिला चाइनाबाट आएको गाउँ घुम्दै मान्छेसँग माग्दै हिँड्दाखेरि मरेको। कोलामदेखि दलखडारा देख्छ पुऱ्याएर लगेर उसको मन्दिरमा आजदेखि बस्नु। ₹256 2728 गरौँला। यसो पनि गाला खर्च गर्दैन खर्च गर्दैन र नगरेर खर्च गर्नेले भए त छिटो बनाइहाल्छ नि। अब हाम्रो पालामा यो अस्पताल भएको कुरो भयो त्यहाँदेखि यो चाहिँदैन दिनेको टाइम बोल्ने तर उनीहरूले त्यसले गऱ्यो छोडेपछि त्यसको भोक लाग्यो। चिन्ता लाग्दैन मर्न रहर छ। चाहिँ यो घरमा उब्जेको निब्जेको सब अब फल फलिएको मर मसला यहाँ धेरै उब्जेको निब्जेको सबै अब अन्न पानी जे उब्जाएको यो पृथ्वीबाट जमिनबाट त्यो जब सधैँ के भन्छ त्यो बेला पारेर उसको भाग दिन्छ राजनीति भने यो अब भगवान भन्दा ठुलो मान्छे हुँ भन्ने जस्तो लाग्यो। भगवान कहिले भगवानदेखि ठुलो बन्छ हुँदैन। हावा पानीदेखि ठुलो हुँदैन। अक्सिजनदेखि अक्सिजन हामी लिन्छौँ यो अक्सिजनबाट यो संसारी भनेको हावाको कारणले जस्तो लाग्छ। राजा पो खेदिसक्यो अब त्यो बेटा खेद्नु सकिन्न। बेटा त अब बेटा खेद्नु त कसले सक्ने त्यो हावापानी त कसले खेद्नु सक्ने भन्ने म चाहिँ त्यो उहिलेदेखि परम्परा मानिरहेको
अब त्यो हावापानी ढुङ्गा चाहिँ मान्छौँ भने त्यो मान्नै पर्छ, मान्नुपर्छ छ, त्यो मान्दै गरेको कुरा छैन गाउँघरमा। कसरी लाग्यो कसरी आयो मैले सोद्धाखेरि मान्छेले हो कि होइन चाइनामा चाहिँ चमेरा एकजनाले खाएपछि त्यहाँबाट उत्पन्न भएको भन्छ। सबभन्दा धेरै मरेको चाहिँ चाइना पछाडि चाहिँ इटाली सबै देश भन्छौँ। अहिले नेपालमा पनि कुनै ठाउँमा अब हाम्रै जिल्ला सोलुखुम्बुमा पनि आइसक्यो भन्छ। सबभन्दा लास्ट सोलुखुम्बु जिल्ला हो। अब सोलुखुम्बु जिल्लादेखि छैन जिल्ला पनि मान्छे पनि छैन। अब पनि के हुने छिरेले भन्छ। तर मान्छे अब मान्छेको जमाना गयो, मान्छेको शक्ति गयो। धेरै यो गाउँघरमा पापी अपराधी बढी भयो। त्यसैले गर्दा अब मान्छे छनौट हुन्छ। आपसे आप आफै मान्छे कुखुरा मरे जस्तो मर्छ। कुनै कुनै मान्छे मात्रै रहन्छ। 100मा 25 जना मात्रै रहन्छ, अरू मान्छे सब मर्छ। यो पृथ्वीले नै सबै यो रोगहरू ल्याउँछ अनि मर्छ भनेको थियो। मलाई त्यति विश्वास लागेन। साँच्ची नै मरेछ, आउँदैछ सबैबाट। अपराध गरेको छैन भने मर्दैन होला, पाप गरेको छैन जस्तो लाग्छ। तर अब हेरौँ, मर्यो भने मर्यो मर्यो। भाइ चल्नु माया फेरि दादा र बहिनी चाहिँ माया अनि लुटो त्यो गनाउनु पर्ने लुटो चाहिँ कान्छ 3 बहिनीहरू माया बन्ने उठ्यो। त्यो मायामा चाहिँ सबै त्यसै गरी ज्वरो आउने, त्यहाँदेखि सबै फोका उठेर सबै शरीर नै झ्याम्मै अब खुलेर घाउ त्यसै भित्रबाट अब घाउ गएर सबै भित्रमा अब गर्ने त्यो घाउले सास छुने, त्यहाँदेखि भित्र कुदेर मर्छ। 522 सालमा मर्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यो माया चाहिँ के थियो आउन चाहिँ खास पहिला पनि आएको हो। तर यो हल्लाले ठुलो हुने हो। मान्छेले केही भनेन भने जति ठुलो पनि केही नहुने हो। मान्छेले केही ठुलो भन्यो भने ठुलो हुने, सामान्य भन्यो भने 100 जना मर्दा पनि सामान्य हुने। संसारीलाई कहिले कहिले परमेश्वर सही अब हामीलाई परमेश्वर कोलाम्बार कताउने छ। परमेश्वर संसारीलाई Dili-dili sa titing.
Quase fora, né? ढोकामा खोज्नु भनेर चाहिँ खबर आयो अरे अनि सबै ठाउँमा गाउँमा खोज्यो अरे उहाँहरूले अनि निस्क्यो अरे अहिले उहाँले कुरा गरेर हामीले खण्डन रहेछ यो कोरोनाको औषधि चाइनाबाट खालीको अरे लामाले चाहिँ उसको सपना मात्रै देख्यो अरे अनि माथि अब लामाले त के कसरी अब उसको मन्त्र अब गरेर पठाएकी अब कुनैले भन्दाखेरि चाहिँ उसले मन्त्र लगाएर माथि आकाशबाट फालेको अरे सबै घर घरमा भनेर भन्छन् त्यो खोजेर टिका लाउने अनि त्यो उनीहरूको भनाइ चाहिँ जस अब यो कोरोना लाग्दैन यो पाएर लाग्यो भने लाग्दैन भन्ने सोच होला नि त्यस्तो कुरा गर्छु कालो तो देख तू दे जो ने मारा का खेलते ले आओ नो kan क्या बात है